Elle est jeune, dynamique, travailleuse, rigoureuse, très talentueuse, mais surtout passionnée par le métier de la communication. Elle est journaliste de profession en service chez Equinox Télévision et Radio. J'ai le plaisir de la recevoir sur ce plateau, désormais carrefour des célébrités, puisqu'elle est une célébrité. J'invite sur ce plateau Kediara, désormais Madame Tchelibo. Kediara, bonjour et bienvenue. Bonjour Dani, bonjour également à tes followers, à tes milliers de followers et merci de m'inviter aujourd'hui sur ton plateau. C'est un plaisir. Il est partagé, mais bon, j'avais déjà dit merci. On comprend que, je suis contente d'être là. Ça me fait un tout petit peu bizarre parce que c'est moi qui ai l'habitude de recevoir. Du moins, c'est moi qui occupe très souvent la place que tu occupes aujourd'hui. Et de me retrouver en qualité d'invité, c'est un honneur. C'est un honneur. Le plaisir est le mien. Alors, à quand remonte l'amour pour ce métier? Alors, j'aime souvent dire que l'amour que j'ai pour le métier de la communication remonte à tout petit. J'étais qu'un enfant. C'est vrai que je n'ai pas souvenir ce qui se passait dans le ventre de ma mère. J'aurais peut-être dit quand je n'étais qu'un embryon, mais j'étais encore toute petite. Et je m'étais découvert ce petit truc qui consistait à rapporter à maman tout ce qui se passait à la maison quand elle n'était pas là. Oui. Et c'est comme ça que mon entourage, ma soeur, ses amis, parce que ma soeur avait beaucoup d'amis à l'époque, et ma soeur avait développé ce truc, elle m'appelait téléphone sans fil. À l'époque, on ne savait même pas encore que les portables existeraient, mais bon, peut-être qu'elle était en avance sur son temps. Oui. Et après, ce n'était plus téléphone sans fil, c'était journaliste. C'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas? Surtout que quand je regardais à la télévision étant enfant, je ne voyais pas beaucoup de femmes. Oui. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai vu des femmes qui s'imposaient à suffisance et je me suis dit, mais tiens, c'est forcément un monde qui peut m'intéresser moi. Et au collège, donc, c'est même de là que je commence à cultiver cette passion parce que je me retrouve d'abord au sein du club journal de mon établissement. Je faisais la classe de 3e, je reprenais soit dit la première salle de classe que j'ai repris au secondaire. Oui. Et je me suis retrouvée au sein du club journal de l'établissement. C'était amusant de donner des informations, même si on ne savait pas s'y prendre. Oui. On essayait tant qu'on pouvait. Et plus tard, en première, c'est moi qui dirigeais le club journal et j'avais la responsabilité de lire les infos devant tous les élèves de l'établissement le lundi matin. Lors du rassemblement? Oui, lors du fameux rassemblement, il fallait chanter l'hymne national, il fallait être tout propre, oui. Tirer à 4 épingles. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines à l'époque, petite fille de première, j'étais très petite. Oui. Et je voyais toute une foule de personnes en bas me fixer, me manger du regard. Oui. Et on sait que quand on est adolescent, on a un nombre de complexes incroyables. Et il fallait gérer tout ça dans la tête, il fallait rendre l'information de façon fluide. C'est comme ça que le véritable déclencheur prend et que ça devient un jeu pour moi, ça devient même une nécessité aujourd'hui où j'ai besoin de faire ce métier pour me sentir exister. Besoin d'exercer sa passion depuis toute petite. Oui, exactement. D'accord. Kediara, tu es quittée de présentatrice d'émissions jeunes à journaliste politique. Oui. Parle-nous un peu de la transition. Comment cela s'est passé? Alors, il faut peut-être que je précise un truc que beaucoup de personnes ne connaissent pas parce que je ne me suis pas beaucoup épanchée là-dessus. Avant d'arriver à Equinox Télévision, en plus c'est de ça qu'on parle, comme animatrice d'émissions jeunes, j'étais déjà journaliste, pas confirmée, mais il y avait une radio à l'époque qui s'appelait Hit FM, la radio du groupe Fadil, qui avait aussi Cam News 24. Et moi, je faisais des tranches d'informations à Hit FM. Donc, j'avais la base qui consistait à rédiger un bon papier, à faire le rendu, à faire les recherches. Mais en ce moment, j'aime à dire que je ne me considère pas encore à l'époque comme journaliste parce que je fais du journalisme de fauteuil, de studio. Et il y avait des gens qui allaient sur le terrain, nous on était essentiellement en studio pour lire les informations qui étaient ramenées. Quand on devait faire les papiers, la collecte se résumait pour la plupart du temps sur Internet. Et donc, quand j'arrête à ce niveau-là, je passe même par le concours du jeune présentateur télé sur Canal 2 International, ça beaucoup de personnes le savent aussi. Et à cause des soucis, oui, tu le sais parce qu'on y était toutes les deux. Et à cause des soucis de santé d'une personne qui me tenait beaucoup à cœur en ce moment, et il fallait que quelqu'un veille sur elle pendant cette période. Elle a fait plusieurs AVC. Et j'étais là à son chevet. C'est comme ça que je n'assiste pas à la finale du concours du jeune présentateur télé. Ça, tu ne le savais pas. Beaucoup de personnes ne le savaient pas également. Donc, quand cette étape de ma vie passe, un beau jour, je suis couchée dans mon lit, il est 23 h. Je suis sur Facebook comme toutes les jeunes de mon âge en ce moment. Et c'est comme ça que je tombe sur une publication de Youth Insight officielle. La page est tenue par Steve Callas.
Et sur cette publication, on disait que Youth Inside lançait un casting pour rechercher des jeunes filles qui font dans le domaine, histoire de venir voir si elles peuvent être sélectionnées ou pas. Donc je lis le message à 23h, j'envoie mon OK à 23h30 et le lendemain, on est samedi, je débarque à Equinox. Et quand j'arrive à Equinox, je suis également avec une amie avec qui on a fait le concours du jeune présentateur télé qui s'appelle aussi Linda, que tu connais. Et je rencontre aussi Linda Njomu. Mais bon, Linda Njomu, c'est le jour d'après. Toujours est-il qu'on passe au casting. Et tout de suite, le casting était fait par les présentateurs précédents de l'émission. J'entends par là Steve Callas, qui est celui qui a conçu l'émission Youth Inside. Gladys Sidier, Mélissa Martkouya. Malheureusement, Fidjil avait des choses à faire, mais Fidjil me connaissait déjà un tout petit peu. Donc, quand il a vu mon nom sur la liste, il leur a dit cette fille peut. Donc, c'est comme ça que je fais l'émission, je fais le casting. Il faut croire que je les ai éblouis. La seule chose qu'on m'a reproché, c'est d'être trop sérieuse. Normal, j'avais déjà la déformation de journaliste. Et c'est comme ça qu'on me prend, on me dit « Ok, tu es prise, mais il faut repasser après ». Donc, on a fait un autre casting, mais c'était pour les formalités. J'ai compris que j'étais prise. C'est comme ça que je commence l'aventure Youth Inside. Alors, je dois dire à ce niveau que quand je fais Youth Inside, dans ma tête, je me dis que je suis largement au-dessus. Mais j'ai déposé pendant que j'étais à l'université de Douala mes dossiers à Equinox Télévision à 3 reprises. Ce n'est jamais arrivé même sur le bureau du directeur d'exploitation. Il va me faire cette confidence plus tard. Vous savez, la paperasse, c'est très difficile à gérer. Et moi, je ne déposais pas forcément mes dossiers au bon moment. Il y a un moment où on dépose les dossiers et même qu'il y a une autre stratégie que l'entreprise employait qui consistait à faire passer en santé les besoins de l'entreprise. Mais moi, je ne passais pas par là. Donc, je le faisais spontanément. Je déposais mes dossiers et au moment où il fallait faire la sélection, le mien était tout en bas de la pile. Donc c'est pour ça que je passe par Youth Inside. Je fais Youth Inside peut-être pas 6 mois. Hein. Mais toujours est-il que chaque fois que je faisais l'émission, on me dit « Oh mais Kate, tu ne te lâches pas, tu es trop sérieuse ». Et quand je commence à rentrer dans le jeu, à être à fond dedans, c'est comme ça qu'un jour, j'apprends que le directeur d'exploitation me convoquait dans son bureau. J'arrive dans son bureau, on parle et il me dit qu'il pense que je peux faire autre chose. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de restructuration au sein de l'entreprise. Je me retrouve par inadvertance à la matinale radio. Et on peut imaginer la petite fille qui faisait Youth Inside, qui est dans le rythme de la jeunesse, qui se retrouve propulsée à une matinale d'envergure. Et c'était une matinale information. Il y avait beaucoup de pression, mais la force que moi j'ai eue dans ce métier, c'est que je me cultivais beaucoup. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps aujourd'hui pour ça. Je lisais absolument tout ce qui me passait sous la main. Pour une fille de mon âge, je suivais beaucoup d'émissions de débats politiques et je me suis facilement retrouvée à la radio. Et c'est comme ça qu'un jour, on a une collègue qui faisait Disons Tout qui est malade. Et mon boss dit, je sais qu'elle peut faire Disons Tout. On me met sur Disons Tout et bien évidemment, j'ai brûlé tout le monde parce que à la radio, c'est pas tout le monde qui pouvait m'écouter, mais à la télé, tout le monde m'a vu et on se dit, ah merde, quel gaspillage on faisait sur Youth Inside. Oui, donc on me retire totalement de Youth Inside. Je fais tout le temps que j'ai fait sur Disons Tout avec Sam Sévérin. La saison qui suit, on fait une matinale 100% info avec Sam Sévérin, qui est le présentateur, et moi qui viens comme ils aiment m'appeler le joker de l'émission parce que je suis la petite voix frêle, la petite chose qu'il faut protéger, mais qui en même temps dit des choses tellement crues, tellement dures. Et je me souviens que ça me fait un tout petit peu rire parce que les gens qui m'écoutaient à la radio, en fait, s'attendaient à voir une dame. Et chaque fois que quelqu'un réussissait à arriver en studio, il me dit « Waouh, tu es un enfant ». J'ai entendu ça tellement de fois. Et chaque fois également qu'ils entraient en studio, ils se disent c'est l'enfant, mais ils ne comprennent pas que c'est l'enfant qui va poser les questions les plus pertinentes, les questions qui vont le plus faire mal. Parce que si Sam Sévérin, et moi j'aime à dire qu'il m'a appris tout ce que je connais dans le monde de la politique, vraiment, Sam Sévérin, c'est le meilleur mentor que j'aurais pu avoir dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a tout appris, qui m'a appris à me retenir, à me tenir, qui m'a appris ma hardiesse. C'est vrai que j'avais déjà un certain culot, mais la hardiesse, je n'avais pas. Donc c'est grâce à lui aujourd'hui que si je rencontre le président de la République, je lui poserai mes questions tranquilles, sans tressaillir, sans avoir peur de sa garde rapprochée, parce que sur mon plateau, c'est moi le boss. Donc c'est Sam Sévérin qui me l'a appris. Et chaque fois, je disais, quand on recevait quelqu'un, quand il va entrer, il va dire « Ah, oh, c'est un enfant ». Il est zen. Sam lui pose les questions, Bombok lui pose les questions et moi je l'achève. C'était comme ça. C'est comme ça
C'était ça notre stratégie en fait. Oui. Et pendant que nous sommes donc sur la matinale info, notre boîte va créer l'émission qui aujourd'hui n'est plus à présenter, 10-12 le Zénith. Oui. Et à l'époque, j'avais les cheveux teints en blanc. C'est pas comme On va y maintenant. arriver. On va y arriver. D'accord. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça fait d'être journaliste politique, de recevoir sur son plateau des hommes politiques très coriaces? Ben, En tant que femme, je précise, parce que la précision en vaut la peine. En tant que femme. ça fait rien du tout. Et si Dani, tu avais été un homme, je t'assure qu'on aurait eu un problème. Mais bon, tu es une femme, je pense qu'il n'y a pas de condescendance dans ce que tu demandes, c'est un tout petit peu normal. Mais moi, quand un homme me pose la question, j'y vois de la condescendance. Parce que pour moi, le genre, c'est rien du tout. Tout ce qui compte, c'est ce que tu as là, c'est ce que tu as là. Et tu peux être un homme, tu peux être une femme ou tu peux être hermaphrodite. Une fois que tu t'es suffisamment cultivé, Oui. une fois que tu sais ce que tu vaux, tu peux y aller. Donc, de les recevoir, je pense que toutes les personnes, ou presque, qui suivent cette émission m'ont vu sur Droit de réponse, m'ont vu sur Equinox Soir, quand j'ai remplacé Serge Alain qui était en congé. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui était intimidé, non du tout. Je prenais même un plaisir à leur dire, écoutez, c'est moi qui donne la parole sur le plateau. Oui. Quand quelqu'un voulait tenir les rênes à ma place, je prenais un malin plaisir à lui dire, écoutez, monsieur, on va Ça couper suffit. votre micro. D'accord. Oui, ça suffit, ça suffit. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même l'un des métiers les plus extraordinaires parce que ça te permet de côtoyer la crème de la crème en politique, les personnes qui de loin sont inaccessibles, Oui. mais avec qui je peux tranquillement discuter sur WhatsApp, que je peux appeler quand j'ai un souci ou une Oui. difficulté. Des personnes que les gens voient à la télé se disent « Ah, mais il est strict, il est si… » Mais si je vais dérouler les conversations WhatsApp que j'ai avec ces hommes politiques, vous allez en tomber. Je veux dire que c'est la rigolade, on s'entend Ouais. plutôt bien. Des fois, hors du plateau, on peut m'appeler mon enfant Oui. ou alors on peut m'appeler ma chérie parce que je suis une femme et on sait ce qui se passe. Mais bon, c'est plutôt, c'est plutôt quelque chose de bien. D'accord. Une journaliste qui se teinte les cheveux, qui n'a pas un piercing mais deux. Ce n'est pas de l'anticonformisme? C'est exactement ça. Si vous allez sur ma page Facebook Kedira, parce que c'est le nom que j'ai sur tous mes réseaux sociaux, Oui. vous allez vous rendre compte que je me décris en une phrase. Je suis certainement l'incompréhension faite personne. Je pense que ça résume tout. Je suis l'incompréhension, même pour moi-même des fois, j'arrive pas à me cerner. Et j'aime souvent dire aux gens qui jugent, qui donnent des idées arrêtées, que même Dieu a renoncé à me juger. Même lui, il a renoncé à me comprendre parce que je crois que je suis le parfait de l'être humain qui est ondoyant et divers. Ouais. Donc, quand je fais ce métier, il faut dire que je suis quelqu'un de très libéral. Je suis quelqu'un qui pense que quand je veux me tatouer dans le cou, je me tatoue. Il ne faut pas que parce que je fais un métier qu'on commence à me l'empêcher. Ouais. Donc, c'est comme ça, par exemple, que je me suis retrouvée sur le plateau de 10-12 le Zénith avec les cheveux tout blancs, thé en blanc. Pas comme aujourd'hui parce qu'ils repoussent, ils sont noirs en bas et ça donne un petit côté naturel. Mais à l'époque, c'était vraiment agressif. Ce qui est à la mode aujourd'hui, je vous dis, c'est il y a 2-3 ans, on ne concevait même pas ça. Mais moi, j'étais sur un plateau avec. Et chaque fois que, puisque j'étais chargée aussi de l'interaction sur le plateau, les gens qui envoyaient les messages, c'est moi qui les lisais. Et chaque fois que quelqu'un voulait m'interpeller sur le plateau, il disait « Je parle à la fille aux cheveux blancs ». C'est devenu une identité. Oui. C'est pour dire qu'on réussissait carrément à me distinguer des autres, Oui. non seulement parce que je disais qu'il était très pertinent, mais Oui. également par un look que j'ai su imposer. Alors, pour les piercings, il faut préciser que j'en ai 2 ou bien j'en avais 2. Oui. Un sur le nez, que j'ai fait quand j'ai eu mon probatoire parce qu'on m'avait tellement frustrée avec cet examen. On m'a dit « Ah non, on fait cette classe au moins 5 fois ». Et dans ma famille, j'avais vraiment de longs témoignages de grands frères et de grandes sœurs qui ont fait le probatoire 7 fois, qui n'ont pas pu avoir, qui ont abandonné l'école. Alors moi, ayant repris la 3e, j'arrive en seconde, très bonne élève. Je ne le dis pas seulement parce que je suis à la télé. Hein. Vous pouvez vous renseigner chez toutes les personnes qui ont fréquenté avec moi, on vous confirmera ça. Et en première, j'obtiens mon probatoire d'un coup. Et j'étais tellement contente, j'en revenais pas de toutes les façons. C'est pas que je doutais de moi, c'est que je me disais, il y a beaucoup de pièges dans cet examen. Même quand tu connais, tu l'échoues. Parce que ce n'est pas la peur qui pousse l'élève parfois à douter de lui et peut-être ça se répercute sur les résultats. Et tout ce qu'on raconte au sujet de cet examen. Petite anecdote, l'année où je fais le probatoire, le premier de ma classe, bon pas de ma classe, de la première D à l'époque du collège échoue cet examen.
Pourtant, c'est quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui a 13 de moyenne, 14 de moyenne sur ses bulletins. Mais lui, il échoue le probatoire cette année. Wow. Donc, c'est pour dire qu'on a tellement rendu ce truc mystérieux que ça finit par frustrer l'enfant. Donc, toujours est-il que moi, je l'obtiens et je vais en congé, je me fais mon piercing. Alors, je le fais vraiment chez les pierceurs bon marché, hein, ceux qui inondent nos rues, qui se baladent et tout. Et quand j'arrive à la maison, quand je rentre de congé, ma mère me dit « Oh mon Dieu, ma fille, qu'est-ce que tu m'as encore amené ?» Et le truc, c'est que ça s'était infecté. Moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre des médicaments. Donc, je me suis contentée de faire le truc et ça s'est infecté. Ouais. Et je profite pour lancer un appel aux personnes qui veulent faire des piercings. Vraiment, faites-les dans des endroits appropriés. Rassurez-vous que le matériel est soit de bonne qualité parce que moi, j'ai eu la chance. Mais on peut choper n'importe quelle maladie en faisant un piercing. Et je connais des gens dont le piercing, simplement à l'oreille, s'est infecté. Aujourd'hui, ça leur fait une masse à l'oreille qu'il faut passer par une opération pour enlever. Oh là là! Oui, c'est très dangereux un piercing. Donc c'est comme ça que le mien s'infecte. Et ma mère me dit, j'espère que tu auras une masse sur le nez. Comme ça, chaque fois que tu regarderas ça, tu te souviendras qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et bon, après, son cœur de mère fond. Elle me donne les médicaments que je vais consommer et ça va aller. Alors, pour la petite histoire, le deuxième piercing, je le fais après avoir donné naissance à mon fils. Ouais. C'était à la veille des fêtes de fin d'année 2018. Ouais. Et je suis allée faire un reportage au marché de Carrefour Anatole où on avait cassé à cet endroit. On a retiré tous les commerçants qui sont encore là aujourd'hui. Mais bon, c'est des affaires du Cameroun. Et il y a un monsieur qui avait été très gentil avec moi qui a parlé à mon micro face à la caméra pendant que les autres fuyaient. C'est une grosse difficulté qu'on rencontre sur le terrain, malheureusement. Les gens se contentent de voir les reportages, de critiquer, mais ils ne savent pas ce que le reporter endure sur le terrain. Ouais. Alors, je me suis dit, ah ben, il fait les piercings. Et je me suis fait un piercing. Et je me rappelle que quand je suis arrivée au siège social d'Equinox, c'est tout le monde qui me disait, oh mon Dieu, Kate, tu vas nous tuer. Qu'est-ce que tu nous as encore sorti? Kate, tu ne peux pas te reposer, mon Dieu. Kate, tu n'es pas fatiguée de menacer tes cheveux. Maintenant, c'est encore... Parce que je me coupe les cheveux presque tous les mois, je passe aux différentes couleurs sans transition. Ils étaient un peu habitués sur ce côté-là, mais quand je ramène le piercing, c'est... Et même celui qui est aujourd'hui mon mari, à l'époque, il n'était pas encore, celui qui est mon époux, quand il m'a vu avec le piercing, il m'a dit, mince, comment tu as fait ça? Je lui ai dit, mais j'aime. Et on s'est tiraillé, hein? Ça nous a fait des petits problèmes de couple. Ouais. Et avant qu'il se referme, je me souviens que chaque fois que je dormais avec mon fils contre moi, et qu'il se réveillait, sa façon à lui de me réveiller, c'était de tirer dessus. Oh oh. Et c'est comme ça que ça n'a jamais vraiment guéri. Oh là là. Et je suis obligée d'enlever ma boucle pendant que je fais l'émission Equinox, soit je remplace un collègue qui est en congé, Serge Alain. Et une semaine, ça s'est refermé. Donc aujourd'hui, seulement une semaine? Une semaine, ça s'est refermé. Parce que ça n'a jamais vraiment cicatrisé à cause de mon fils. Fâché? Ben, fâché parce que ça m'a quand même valu 5 000 francs CFA. Et fâché surtout parce que j'avais un look qui déchire avec. Et que j'aimais bien l'anticonformiste que je suis, débarquer dans le bureau d'un homme politique. Et quand je lui dis, on est venu vous prendre en interview, il me dit, ouais, Kate, qu'est-ce que tu as encore fait? Je dis, ben, c'est qu'un piercing, ça n'enlève en rien mon identité, c'est toujours moi. Et j'ai tellement eu cette question que je me suis dit, mais tiens, il faut peut-être qu'on brise les barrières dans ce pays. Je le dis parce que moi, quand je regarde CNN, je vois des femmes aux cheveux coupés. Hein. Oui. Quand je regarde Vox Africa, quand je regarde France Africa 24, je vois des femmes aux cheveux teints. Alors pourquoi est-ce qu'un journaliste ne pourrait pas faire le journal sur nos plateaux à nous avec les cheveux teints? C'est la question que je me pose. Alors j'ai fait une publication, vraiment coup de gueule, comme j'ai l'habitude d'en faire, sur laquelle je faisais bien comprendre aux gens que oui, je suis journaliste, mais j'ai les cheveux teints. Et je les avais teints en blond, blond platine. Je m'en souviens. Voilà. Avec mon piercing qui se voyait très bien. Oui. Avec mes lunettes bleues et une robe bleue. C'est pour dire que c'était tellement en contraste. Et je me souviens que cette publication a été reprise par plusieurs pages. Je ne peux même pas vous dire la quantité d'injures que j'ai reçues. Et j'ai compris qu'on est beaucoup en arrière dans ce pays. On est encore malheureusement dans une société dans laquelle on vous juge à votre accoutrement. Apparence. On ne va pas plus loin. Oui. C'est dangereux. On ne vous connaît pas, mais... C'est vraiment dangereux. Et c'est des choses comme ça qui font qu'un jeune ne peut pas prétendre à des postes de qualité dans ce pays parce qu'on va s'arrêter à sa jeunesse. À son apparence. Oui. Et je me souviens au début de Droit de réponse, quand je prends cette émission, les invités avaient tendance, quand ils faisaient des comparaisons historiques, à me dire, à l'époque, tu n'étais pas encore né.
Et ça pouvait choquer les gens que ça choquait. Ouais. Mais moi, je répondais avec sourire, mais je suis là aujourd'hui et c'est moi qui vous pose la question. Oui. Donc, répondez. Oui, il était obligé de répondre parce que de toutes les façons, c'était moi le boss du plateau. D'accord. Mariée, maman, femme des médias, comment est-ce que tu fais pour gérer ton quotidien et satisfaire toutes ces occupations? Alors, c'est la grosse question et je pense que moi, je me demande souvent comment je fais. D'abord, je suis la dernière à dormir. Je suis la première debout. Comme toutes les mamans du monde, je ne pense pas que sur ce point-là, je fasse quelque chose d'exceptionnel. Mais au début, quand j'accouche, j'ai d'abord une grossesse très compliquée. À l'accouchement, j'ai failli mourir. Je pourrais peut-être raconter cette histoire un jour, mais c'est encore très poignant. C'est mon fils, moi je le dis toujours, qui m'a ramenée. Oh. Et c'est pour ça que j'ai la relation que j'ai avec lui, une relation très fusionnelle. Parce que si je n'avais pas eu mon fils en face de moi à ce moment précis, je ne pense pas qu'on aurait pu me réanimer. Le fait d'avoir battu les paupières et de regarder mon fils et de me dire, mon Dieu, je le laisse à qui, m'a aidé, je le dis, j'ai les yeux qui rougissent. Mais bon, les miens aussi. M'a aidé vraiment à revenir. Donc du coup, quand j'accouche, quand je sors de l'hôpital, je mets d'abord plus de temps qu'une femme qui a accouché normalement parce que j'ai eu une césarienne très compliquée. J'avais ce qu'on appelle le placenta accreta. Ça veut dire que si j'avais accouché par voie basse, je serais morte. Alors, je me fais une césarienne. J'apprends qu'on va me faire une césarienne. Mais non, Dani, il ne faut pas pleurer. J'apprends qu'on va me faire une césarienne. Tout le monde n'est pas d'accord. Mon mari, ma soeur qui étaient là, on a caché cela à ma mère. On dit non, on va forcer, elle va accoucher normalement. Donc, je me retrouve au bloc. Je leur ai dit, c'est ma décision. Je suis consciente, donc je peux prendre cette décision. Je me retrouve au bloc et ça se passe plutôt bien. Je ne remercierai jamais assez le docteur Gaston Yetna pour ça. C'est lui qui m'a fait accoucher. Et quand on retire le bébé, jusque-là, tout va bien. On le nettoie, les procédures normales, on le pose sur moi et puis on s'en va avec lui pour le montrer à son père. Et c'est comme ça que quand on va enlever mon placenta, on se rend compte qu'il sort par morceaux. Alors qu'en principe, un placenta normal, il sort en bloc. Ah non, oui. Donc, on comprend bien que si j'avais accouché par voie normale, je n'aurais pas pu évacuer le placenta et forcément, je serais restée sur la table. Et quand on réussit quand même à le faire, l'opération prend plus de temps, l'anesthésie qui commence à lâcher, je recommence à ressentir des douleurs et c'est comme ça qu'à un moment, je ne réponds plus. Je me sentais partir, j'ai juste eu le réflexe de tendre la main comme ça pour agripper l'anesthésiste qui s'est rendu compte et qui a commencé à me ranimer, oxygène, oxygène. Et j'entendais une voix lointaine du médecin-chef dire « Ramenez-lui son enfant, ramenez-lui son enfant ». C'est comme ça qu'on m'a posé Liam en face. Et il a pleuré, comme s'il savait ce qui se passait. Je ne l'avais pas encore entendu pleurer, il a pleuré. Et j'ai eu ce sursaut-là, je suis revenue. Donc, quand je sors de l'hôpital, avec ce lien que j'avais avec lui, j'accepte de le donner à personne. J'ai ma mère à la maison, j'ai la maman de mon mari à la maison. Elles sont toutes là pour m'épauler. Mais j'accepte de laisser mon enfant à personne. Je l'ai avec moi H24. Je fais tout et c'est comme ça que je fais un baby blues. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et je commence à stresser, je passe par beaucoup de séances de la thérapie. Je ne suis pas allée jusqu'à chez un psychologue parce que j'avais des personnes à qui je pouvais parler fort heureusement. Et comme je suis quelqu'un de très méticuleux, je ne veux pas dire que c'est presque compulsif, mais si moi j'ai posé une tasse comme ça chez moi et qu'on la bouge de 5 cm, j'ai des problèmes avec la personne. Et maman qui s'efforçait à faire le propre dans la maison et moi qui étais tout le temps après elle, non maman ce n'est pas comme ça, c'est comme ça que je fais. Donc finalement je suis tombée malade. Mais bon après c'est passé, j'ai pu reprendre le travail mais le rythme était très compliqué. Et on ne comprenait pas beaucoup ça au boulot parce que quand on a connu quelqu'un de très actif, quand tu vas accoucher, tu reviens, on s'attend à ce que tu sois toujours actif. Mais j'avais des fois de la peine à grimper les escaliers, j'avais de la peine à reprendre mon souffle. Jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive souvent quelques fois, mais j'aime à dire que Liam m'a sauvée, mon fils m'a sauvée. Et pour le lui rendre, je m'occupe de lui H24. Il a fallu presque un combat pour que j'accepte de prendre une nounou parce que j'en devenais folle. Je me levais à 3 heures, je dois le porter, passer du temps avec lui jusqu'à 5 heures. Je le réveillais pour passer du temps avec lui. Je lui donne son bain, je lui prépare son biberon, je lui donne ses médicaments et c'est seulement en ce moment que je vais au travail. Et j'arrivais toujours en retard. Et quand les demandes d'explication ont commencé à menacer de tomber, c'est comme ça que j'ai pris une nounou. Mais même avec la nounou qui est là,
je m'occupe de mon fils le matin. Le soir. Elle est avec lui en journée. Dès que je rentre, c'est lui qui m'accueille à la porte. Dès que je sonne, il est à 4 pattes, il court très vite pour me sauter dessus. Et c'est le bon moment de la journée. Et je fais ce que beaucoup de femmes ne font pas. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne font pas. Je l'attache dans le dos. Oui, ça, je l'ai remarqué Et aussi. je fais ma cuisine à lui chanter. Que beaucoup de femmes ne font plus. Ne font plus, malheureusement. C'est un plaisir qu'elles ne donnent pas à leurs enfants. Il paraît que ça fait tomber les seins. Ah bon? D'après ce qui se dit. Ben, les seins, de toutes les façons, ils tomberont. Hein. Un jour. Donc, s'ils tombent pour le bébé, ils tombent de la meilleure des façons. D'accord. Merci beaucoup, Kate, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Alors, je tiens d'abord à faire un clin d'œil à Dave Karine Fashion, qui est située au Carrefour Eto Bonamoussadi. Je suis habillée par elle. Alors, Kate, je lève ma tasse. Oui. Pour te souhaiter, tu peux aussi lever la tienne, hein. On va trinquer. J'attendais que tu termines aussi. Hein. Pour te souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de succès, argent, santé, amour. Merci Dani. Je te souhaite l'appareil. Chin. Chin chin. Et je souhaite l'appareil à tes followers. À bientôt. À bientôt.